Chers amis, nous sommes le lundi 26 novembre, non? Oui, je me suis levé à 7 heures du matin. Vous voyez, je suis encore en peignoir, mais j'ai ma chemise déjà en dessous. Je ne vais tout de même pas me présenter à vous sans chemise. Alors, comme d'habitude, quand je me lève, je vous dis bonjour tout d'abord. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais reparler brièvement de l'état d'exception dont parle Rudolf Steiner. La première observation que nous puissions faire sur la pensée, c'est celle-ci. Elle est l'élément inobservé de notre vie spirituelle ordinaire. Waouh. Je suis déjà heureux de lire ça parce que ça n'a l'air de rien, mais quand on s'en rend compte tout à coup, c'est comme un éblouissement, quoi. Dans ma vie ordinaire, je pense, mais je ne m'en rends pas compte en fait. C'est vraiment un élément que je n'observe pas dans ma vie quotidienne. Il est transparent. C'est un élément de la vie qui est totalement transparent. Ça me remplit de joie cette phrase. Parce que transparent, en même temps, c'est un côté bienveillant. Je veux dire, les choses qui sont un petit peu opaques, elles offrent une résistance, tandis que la pensée transparente, waouh, c'est comme une source. Et voyez-vous ce genre d'étonnement qu'on peut trouver à peu près toutes les trois lignes dans la philosophie de la liberté, c'est ce qui fait que je lis, je relis, je relis et je relis encore ce livre. Il développe vraiment à l'intérieur de soi une force vivante, comme dit Steiner. Il a dit aussi à un moment donné que pour les gens qui voulaient voir autre chose dans le monde que le monde tel qu'on le voit quotidiennement, donc avoir des perceptions suprasensorielles qui dépassent le monde de nos sens, des perceptions du monde de l'esprit, eh bien la philosophie de la liberté est une des voies qu'on peut prendre. C'est la voie la plus difficile, c'est celle que vous avez choisi de faire avec moi dans ces vidéos. C'est la voie la plus difficile, mais c'est la plus sûre, parce qu'elle se base sur la prise de conscience graduelle par la raison de toute une série d'éléments dont on prend conscience soi-même par sa propre activité et qu'on ne peut plus remettre en cause. Au fur et à mesure, on se crée une certitude par rapport à notre acte de connaissance, à notre pensée. C'est la base aussi pour une vie méditative libre. Et pourquoi cette pensée demeure généralement inobservée? Eh bien c'est simple, c'est encore génial à dire, mais c'est parce qu'elle est issue de notre propre activité. C'est nous qui produisons la pensée. Les autres choses, à travers l'observation, elles se présentent à nous, elles sont objectives, tandis que la pensée, c'est nous qui la développons par notre propre activité. En d'autres termes, pendant que je pense, je ne vois pas ma pensée que j'engendre, mais je vois les objets de ma pensée que je n'engendre pas. Quand je vois la pomme, si je prends la pomme comme exemple, excusez-moi, quand je prends la pomme comme exemple et que je l'observe, à partir d'un certain moment, je vais être plongé dans l'être de la pomme plus ou moins entièrement. Ça dépend du degré d'attention que je porte à la pomme, ou à un autre objet, bien sûr. J'élabore des pensées. Attention, il y a des pensées qui viennent vers moi de mon éducation, de ce que mon maître d'école m'a déjà appris sur la pomme, etc., etc. Peu importe, mais je vais élaborer des pensées sur cette pomme, et ce que je peux observer, c'est pas le déroulement vivant de ma pensée, mais le point final
des pensées quand elles sont arrivées au point où elles sont mortes, mais mortes dans le sens noble du terme. Mortes, ça veut dire qu'elles n'attendent qu'une chose. Elles sont vraiment à la frontière, elles attendent leur rédemption. Je voudrais, moi, participer à l'être de la pomme, non pas sous forme de pensée morte, mais sous forme de pensée qui serait, entre guillemets, vivante. Donc, quand je me mets à penser sur mes pensées, c'est un état exceptionnel. Au sujet du thème suivant, je vais lire ceci. Il y a deux actes qui s'excluent mutuellement. Engendrer une chose et s'opposer à cette chose dans la lumière de la connaissance. Dans la lumière de la connaissance. Je vous lis cette phrase, comme ça vous pouvez vous repérer dans le texte. Essayez de voir où on est dans le texte pour ceux qui ne le savent plus. Et c'était le cas pour moi ce matin. Donc il est impossible en même temps d'engendrer une pensée et s'opposer à cette pensée dans la lumière de la connaissance. Nous produisons nous-mêmes la pensée et nous connaissons entièrement les caractéristiques de son devenir. Au moment où on pense, on entre dans une sorte, je vais dire, d'état de rêve où on plonge dans l'objet de la pensée. Je regarde la pomme, je vais commencer à penser la pomme. Quelque part, le reste du monde commence à disparaître. Je me concentre sur la pomme et j'engendre des pensées. Mais je ne peux pas engendrer des pensées et en même temps les observer. Ici vient l'exemple du concept de tonnerre et d'éclair. Vous entendez le bruit du tonnerre, mais avant ça, vous avez vu la lumière de l'éclair. Peu importe si je sais exactement ce que c'est que le tonnerre ou l'éclair, si j'ai des conceptions justes ou pas. Moi, je ne sais pas très bien au fond ce que c'est qu'un éclair. Je sais que c'est une décharge électrique, enfin bref, blablabla. Bla, bla, bla. Mais ces deux éléments vont m'apparaître dans un rapport bien clair et qui découle de leur nature même. Éclair, tonnerre, je les relie ensemble, naturellement, par l'activité de ma pensée. Cette clarté, cette transparence inhérente au phénomène de la pensée ne dépendent pas de la connaissance que nous avons ou que nous n'avons pas de leur réalité physiologique, de leur substratum physiologique. C'est le thème suivant. Vous me suivez, les amis? Quand j'observe la pensée, quand je parle d'observer la pensée, je ne parle absolument pas des phénomènes matériels qui peuvent se passer dans mon cerveau. Ça n'a rien à voir. Ce que j'observe, ce n'est pas le processus matériel qui, dans mon cerveau, sert à relier les deux concepts de tonnerre et d'éclair. Donc je n'ai pas besoin du tout de m'occuper des processus matériels qui se passent dans mon cerveau. Je m'occupe de la pensée. Il faut faire cette remarque parce qu'on est à une époque très très matérialiste. Parce qu'on a tendance à dire, lorsque nous saurons ce que c'est la matière, nous saurons aussi comment la matière pense. Il est nécessaire de préciser à ces gens-là qu'on peut parler de la pensée sans heurter les conceptions de la physiologie cérébrale. Simplement, ce qu'on fait nous, c'est qu'on fait de la pensée un objet d'observation comme on le ferait pour un objet quelconque. Et les gens qui sont obsédés par l'aspect physiologique des choses, ils ne peuvent pas réussir à faire ça
Ils n'arrivent pas à se libérer du matérialisme et donc sont incapables d'entrer dans l'état exceptionnel qui a été caractérisé plus haut et de prendre conscience de l'activité généralement inobservée, sous-entendue, qu'est la pensée. Tant qu'on ne sera pas disposé à se placer à ce point de vue, on sera aussi peu apte à parler de la pensée qu'un aveugle à parler des couleurs. Le matérialisme ne s'explique pas la pensée pour la simple raison qu'il ne la voit même pas. Ça demande réflexion. Tout être humain, s'il est de bonne volonté, peut observer sa pensée, en être conscient et être conscient qu'il est conscient. Parce qu'il se saisit alors de quelque chose dont il est lui-même l'auteur. On devient acteur, on est acteur. Il cesse de s'opposer à un objet étranger pour se trouver en face de sa propre activité. Les circonstances, les relations, tout devient transparent, je le répète encore une fois, et par là on a gagné un sol ferme, un point de départ certain, et dès lors, il lui est permis d'espérer une explication du reste de l'univers. Steiner parle alors de René Descartes avec son « je pense, donc je suis ». Toutes les autres choses, excepté ma pensée, tous les objets de l'univers existent sans moi. C'est le donné. Mais bien malin celui qui pourrait dire si l'existence de ces choses est une réalité ou si ce n'est qu'un rêve ou une illusion. Mais il y a une chose qui est certaine, parce que je produis moi-même son existence, c'est ma pensée. Je sais à coup sûr que ma pensée existe et qu'elle est issue de moi. L'homme est replacé au centre du monde, avec son activité pensante issue de lui. Je sais qu'il faut le répéter, mais si on ne comprend pas ça, le reste n'a pas de sens. Tout ce que René Descartes pouvait affirmer, c'était que par la pensée, il se saisissait lui-même dans son activité personnelle et originelle. Alors on a beaucoup discuté du sens de cette petite phrase « je pense donc je suis ». Et Steiner nous propose de penser ceci, c'est que la chose la plus simple qu'on puisse dire au sujet d'une chose, c'est qu'elle existe. Mais on ne peut pas dire la même chose de tous les objets qui nous entourent. Je peux le dire de moi, de ma pensée, parce que je la produis, mais les autres objets pourraient être des rêves ou des hallucinations. Je ne puis pas dire à quel point cette chose existe tant que je ne l'ai pas mise en rapport avec d'autres expériences. Donc il faut que j'utilise l'activité pensante pour mettre les choses qui apparaissent à mon observation dans des rapports les unes avec les autres. Et alors je pourrais voir, peut-être, à condition que j'ai trouvé un objet d'abord, au départ, qui me fournit une certitude absolue de son existence. Et cet objet qui me donne une certitude absolue, c'est moi, lorsque je pense. Dès lors, je peux poursuivre mes recherches en partant de ce point de vue, de ce moi pensant, de cette activité pensante qui repose sur elle-même, et me demander si les autres objets existent dans le même sens que ma pensée, ou alors autrement. Quand je fais de ma pensée l'objet de mon observation, lorsque j'essaye d'observer ma pensée, j'ajoute quelque chose. Je prends conscience de quelque chose qui jusqu'alors m'échappait. J'ajoute quelque chose au nombre des objets que j'observe. Mais je ne change pas de méthode.
lorsqu'on se met à considérer sa propre pensée, aucun élément inobservé ne subsiste. Ce qu'il y a derrière la pensée, c'est encore de la pensée, et c'est encore de la pensée, et c'est encore de la pensée. C'est vraiment une activité tout à fait particulière. L'objet que l'on considère et l'activité qui s'oriente sur lui sont qualitativement les mêmes. Ceci est une nouvelle caractéristique de la pensée. Pour l'observer, il n'est point besoin d'employer une activité qualitativement différente. On demeure dans la pensée, dans un seul et même élément. Pour observer la pensée, on utilise la pensée. On n'a pas besoin d'utiliser autre chose. On reste dans le même élément. Et ça, c'est une chose importante. Et lorsque j'introduis dans le réseau de ma pensée un objet extérieur, je dépasse les limites de mon observation. Et je suis en droit de me demander si c'est à juste titre. Pourquoi est-ce que je n'ai pas laissé l'objet extérieur agir tout simplement sur moi? Quel rapport a-t-il avec ma pensée? Je suis là, être pensant, j'ai un objet extérieur, le choc de l'objet, pourquoi est-ce que je ne le laisse pas agir tout simplement? Ces questions que tout homme peut se poser tant qu'il applique sa pensée aux objets extérieurs à la pomme, tombent dès que cette pensée s'exerce sur elle-même. Donc toutes les questions, les interrogations qu'on pourrait poser par rapport aux objets extérieurs, elles vont tomber, elles s'annulent dès qu'on se met à penser à la pensée. Car dans ce cas, on ne lui ajoute rien qui lui soit étranger, et il est inutile de se justifier, parce que tout simplement, la pensée reste qualitativement dans la pensée. Schelling dit: connaître la nature, c'est la créer. Prendre à la lettre cette parole de l'audacieux philosophe, ce serait renoncer pour toujours à la connaissance de la nature. Car elle se trouve devant nous toute faite, et pour la créer une seconde fois, il faudrait d'abord posséder les principes selon lesquels elle le fut une première. Et cette étude qui précéderait l'acte créateur, ce serait justement ce qui nous occupe, c'est la connaissance de la nature. Sans connaissance préalable, sans connaître la nature d'abord, on ne saurait créer qu'une nature qui ne nous serait pas donnée comme elle l'est actuellement. C'est une sorte d'impossibilité. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais ce qui est encore plus important, c'est ce qui suit. Ce qui est impossible quant à la nature, la création précédant la connaissance, donc créer avant de connaître, est la règle lorsqu'on pense. Parce que si on voulait attendre pour penser qu'on connaissait une chose, ben on ne commencerait jamais. Il faut commencer à penser. Et ensuite, grâce à l'observation de ce qu'on fait, on en vient à connaître l'activité pensante. Il faut d'abord créer l'objet, puis l'observer. Il faut d'abord créer des pensées, et puis les observer. Pour tous les autres objets de l'univers, c'est le contraire, car ils sont d'abord là devant nous, face à nous, sans notre aide. Ils nous sont donnés. On pourrait répliquer à ça, il faut penser avant de pouvoir observer la pensée. On pourrait répondre, il faut d'abord digérer avant de pouvoir observer le processus de digestion.
il y a quelqu'un qui a répliqué à Descartes, au lieu de dire je pense donc je suis, on pourrait dire je me promène donc je suis. Bien sûr qu'il faut digérer avant d'étudier la digestion, mais si on fait la comparaison avec la pensée, il faudrait dire que je digère la digestion, parce que nous, on pense la pensée. C'est ça qu'on se propose de faire. Il est précisément impossible de faire de la digestion un objet de digestion, tandis qu'on fait de la pensée un objet de la pensée. On peut penser la pensée. Il est donc incontestable que la pensée est une apparition d'un genre unique. Moi, ça m'éblouit, mais bon. Là, le devenir universel nous appartient. Il dépend de nous. Et sans nous, rien ne surviendrait. C'est cela qui nous importe tellement, car le caractère énigmatique des choses extérieures provient du fait qu'on ne participe pas à leur venue au monde. Nous les trouvons toutes données, les choses à l'extérieur nous sont données, on ne peut rien y faire. Par contre, nous savons parfaitement comment la pensée vient au monde et comment elle se fait. Donc autant les choses extérieures nous sont énigmatiques et nous posent question, autant pour la pensée, on sait comment elle vient au monde, parce que c'est nous qui la produisons. C'est donc en elle qu'on trouvera le point de départ vraiment primitif pour considérer tout le reste de l'univers. Nous sommes des êtres pensants et que cette pensée est transparente, qu'on peut l'observer, qu'elle est la garantie immédiate de notre moi, et tout à coup on se trouve placé face aux énigmes de l'univers avec en main un élément totalement certain qui va nous permettre d'avancer. On peut encore douter un petit peu qu'il soit totalement certain, hein. On va progresser et vous allez voir que vraiment il l'est. Elle l'est, pardon. Il, le logos, bien sûr. Maintenant, que dire lorsque j'ai un objet devant moi, par exemple la pomme? Je pense la pomme, je vais relier différentes observations les unes aux autres. Est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer, on en a vaguement parlé précédemment, ce qu'on mêle inconsciemment à ces observations et puis ce qu'on isole consciemment? Quand on raisonne de cette façon-là, on oublie qu'on ne peut pas sortir de la pensée. C'est impossible. Il est impossible, quand on pense la pensée, de se dégager d'elle. Et en fait, distinguer une pensée inconsciente d'une pensée consciente, c'est je dirais pas que c'est un jeu de mots, mais je reste toujours à l'intérieur de la pensée. Et je ne change pas une chose par le fait que j'y applique ma pensée. Il nous donne l'exemple d'un être qui pourrait penser un cheval et qui aurait d'autres sens que moi, et donc il aurait une autre représentation du cheval. Peu importe, le but ici c'est pas de savoir comment ma pensée se comporterait vis-à-vis d'une autre intelligence, mais vis-à-vis de moi, moi en tant qu'être pensé. Quoi que je fasse, je reste à l'intérieur de ma pensée, ou de la pensée. Et j'en ai assez dit pour me croire autorisé dorénavant à considérer l'univers à partir de la pensée. Archimède a inventé le levier, donnez-moi un levier et je soulèverai le monde, parce qu'il cherchait quelque chose qui se supporte lui-même, et c'est le cas de la pensée. Elle existe par elle-même, reste à savoir si grâce à elle, les autres choses deviendront vraiment compréhensibles. Jusqu'ici,
J'ai parlé de la pensée sans faire allusion à la conscience humaine qui en est le porteur. Donc ce qu'on pourrait nous faire remarquer ici, c'est que pour qu'il y ait de la pensée, il faut d'abord qu'il y ait de la conscience. Donc la conscience précéderait la pensée. Ce qui a priori semblerait logique. Parce que dans la vie habituelle, la pensée naît dans la conscience. Mais si cette réplique s'adressait au créateur du monde, on serait bien d'accord. Si on imagine un créateur, l'univers, Dieu, tout ce que vous voulez, et qui doit créer un être pensant, il faudrait qu'il crée, si vous voulez, d'abord la conscience. On ne peut pas faire apparaître la pensée sans d'abord avoir fait apparaître la conscience. Mais nous, on n'est pas les créateurs, on est philosophes. On veut comprendre le monde. Les principes de la création sont là, dans le monde. Nous, on cherche à comprendre. En fait, ce qu'on est occupé à faire ici, c'est essayer d'étudier la pensée d'une façon tout à fait neutre, neutrale, comme dirait Jean-Claude Van Damme. On ne la reporte pas directement à un sujet pensant, ni à un objet pensé, car le sujet et l'objet sont des concepts formés déjà par la pensée. La pensée est au-dessus de l'objectif et au-dessus du subjectif. On dit souvent qu'une pensée peut être subjective ou objective. En fait, elle n'est ni l'une ni l'autre, ou elle est les deux, mais de telle manière qu'en fait elle se place au-dessus, puisque c'est elle qui détermine qu'il y a un sujet ou qu'il y a un objet. Il est indéniable qu'avant de comprendre quoi que ce soit, il faut comprendre la pensée. L'être humain, en fait, n'est pas le premier-né de la création, c'est le dernier-né. En fait, il faudrait qu'on se transporte tout au début du monde pour voir comment ça se serait passé. Mais en fait, on est maintenant. Et tout ce qu'on peut faire, c'est comme les géologues, c'est faire des recherches et comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire ancienne. De même, la philosophie restera dans le vague tant qu'elle admettra toutes sortes de principes premiers tels que l'atome, le mouvement, la matière, la volonté, l'inconscient. Tant qu'on part de là, on essaye de partir de là, on reste dans le vague, dans le flou, dans les idées les plus farfelues les unes que les autres. Ce qui est important, et ce qui, au fil du temps, dans l'étude de la philosophie, la liberté apparaît comme une évidence avec une puissance incroyable, c'est que le terme dernier de l'évolution universelle, c'est la pensée. Peu importe que cette pensée soit juste ou fausse. On pourrait le penser et donc douter de notre point de départ qui est la pensée. Mais ce serait comme se demander si un arbre est juste ou faux. Est-ce que la pensée est juste ou fausse? Un arbre, c'est un fait. Et la pensée aussi, c'est un fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est de douter de la manière dont on utilise la pensée. Comme on peut douter qu'un arbre fournisse du bon bois pour la fabrication d'un outil vraiment pratique. Jusqu'à quel point l'application de notre pensée au monde est-elle juste, c'est là précisément ce que nous proposons d'étudier dans cet ouvrage. Nous comprenons parfaitement qu'on se demande si la pensée est bien capable de nous faire savoir quelque chose de l'univers réel, mais nous ne saurions comprendre que l'on doute de la justesse de la pensée elle-même. Mes chers amis, je vais boire d'ailleurs un petit coup à ma tasse et je vous souhaite de faire de même.